limite même, et puis alors, la bise, etc., c'est déjà... Donc parfois, effectivement, ces psychologues ont remarqué que souvent on fait des dégâts parce qu'on est trop... Enfin, on ne trouve pas la bonne manière de se rapporter à l'autre. Soit ça peut être trop distant, alors là on trouvera nous les Asiatiques trop distants, en général, quand on rapproche, et eux nous trouvons trop chaleureux, trop directs. Et ça dépend du moment, il y a un moment pour tout, de l'approche, et c'est super intéressant. Et c'est lié aussi à notre problématique de l'ego, je crois. Mais justement, ce qui est désagréable chez des personnes qui ont l'air trop sûres d'elles-mêmes, et dont on parlait très bien aussi, c'est que justement, parfois on se sent, là tu parlais de faire bouger des petites choses dans notre intimité, et ça peut nous gêner justement. On se dit, et parfois on préférait quelque chose sans que ce soit forcément de moi d'ailleurs. Ce qui permet, à mon avis, justement, de déjouer un petit peu ces deux écueils, soit la langue de bois, dans une certaine neutralité, pour ne pas choquer personne, ça devient de la soupe imbuvable, on va dire, ou alors trop d'assertivité, trop de charisme, on va être mal à l'aise parce qu'on va se sentir un peu envahi, on va se sentir un petit peu... on veut nous influencer, on veut nous endoctriner quelque part. Hein. C'est l'impression, hein. C'est l'impression. C'est du militantisme, c'est autre chose. Oui, mais sans aller jusque-là, mais simplement quelqu'un trop sûr de lui, quelque part, on peut se sentir mal à l'aise, on se dit, mais bon, voilà, on dirait que lui c'est tout, et que moi je suis là pour simplement l'écouter, le suivre. Et je crois qu'il y a une manière aussi d'éviter les deux écueils, ça peut être l'humour justement, jouer l'humour, un peu de dérision, tout en ayant un certain charisme, une aisance. Mais l'humour c'est très important, c'est une manière aussi de se... Les Asiatiques aussi utilisent beaucoup l'humour, hein. L'ironie, l'humour, de ne pas trop se prendre au sérieux, même si on est très sérieux. Mais faire comme si ce qu'on disait ça peut être n'importe quoi, alors nous on est convaincus, bien sûr. Mais d'être dans une sorte de jeu, quoi, assez subtil, et il y en a qui savent très bien le faire, hein, mais c'est pas tout le monde. Oui, Luc, je pense que dans la vie, il y a un problème de choix, un problème c'est le milieu que vous avez choisi, c'est le seul milieu qui est censé à vous juger. Je pense qu'il y a deux façons de choisir son milieu. Ou tu choisis le milieu juste à ta pointure, ou tu choisis le milieu où tu veux éduquer les gens. Le milieu juste à ta pointure, c'est le milieu où vous êtes identique. On peut se déshabiller, on peut se dire tout, sans se gêner, sans faire quoi que ce soit. Là, on n'a pas d'ego à modifier. On n'a rien à modifier. Maintenant, le milieu où on pense que bon, je vais m'adapter, je vais essayer de m'adapter à ce milieu, c'est le milieu où ça nous donne trop de choses dans la tête, trop de mots de texte. C'est comme quelqu'un qui choisit une femme par beauté, pas par chaleur naturelle, mais par beauté. À la fin, cet amour-là ne sera pas vraiment un amour partagé. Un sera ennuyé, l'autre sera dans le plaisir. Je pense que le problème, c'est de savoir choisir son milieu, choisir ses amis et choisir ses relations. Moi, si je suis dans un tel comportement, je choisirai tel monsieur, parce qu'avec tel monsieur, on peut rire comme deux fous. Mais si je suis dans tel comportement, je choisis un monsieur qui est réglo, qui repasse toujours son pantalon tout droit, qui met toujours son cirage, on serait toujours en contradiction. Et tous les jours, on va se taper dessus. Je pense que ce problème est comme ça. Or, je reviens sur un sujet que vous avez abordé. Vous avez dit le salut n'est pas individuel. J'ai dit non, le salut est individuel. Même les premiers. La Bible a dit le salut est individuel dans Ézéchiel 3. Le Fils ne payera pas la place du Père comme le Père ne payera pas la place du Fils. On est d'abord des individualités et des individualistes avant d'être en société. Moi, j'ai un karma que je paye, que je dois payer par mes propres fautes à moi. Si je veux payer le karma de mon père ou le karma de ma famille ou le karma d'une personne autre, de ma femme ou bien de mes enfants, ça c'est par alliance, par après. Mais je suis d'abord un individu. Je suis responsable de mes actes. Mais non, si je veux me libérer, je libère aussi mon fils. Je lui enseigne les règles de la vie pour qu'il se libère lui aussi. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Maintenant, s'il se libère, on se forme maintenant une amitié. S'il ne se libère pas, on est diamétralement opposés. Donc je pense que la société, c'est un choix.
un choix. On peut aller vivre avec les ivrognes, comme on peut aller vivre avec les prostituées, comme on peut aller vivre avec la singe, ce sont des choix. Mais il faut que nous sachions quel choix faire pour ne pas être en désharmonie avec nous-mêmes. Je voulais revenir, c'est à ça que tu dis, sur la fin, une fois de plus, sur le fait, quand tu disais vivre avec des ivrognes, des prostituées, parce que par rapport justement à ce point de l'ego, il y a le problème de la relation de maître à disciple aussi. Oui. Et là, c'est encore Krishnamurti qui revient à l'esprit, dans un de ses livres, lequel il dit que le problème, c'est le culte de la personnalité pour le maître spirituel, le gourou au sens. Au vrai sens du terme, c'est un maître, hein, c'est pas péjoratif. L'ego, enfin, c'est même pire, c'est même très péjoratif. On se crie à gourou, on pense à une secte. Un gars qui prend l'argent, les filles et le pouvoir. Voilà. Alors qu'à la base, le gourou, c'est un très bon mot, c'est le maître spirituel. D'ailleurs, les vrais gourous d'Inde, ils sont pas contents. Quoi. Ils se disent les médias ont fait beaucoup de mal. Parce que finalement, voilà, ils ont dénaturé un très beau mot de la langue indienne, du sanskrit. Le maître spirituel. Chez nous, on ne condamne jamais quelqu'un qui n'est pas gourou. On ne le condamne pas parce qu'il n'est pas gourou. Pour ne pas tomber dans ce phénomène un peu de gourouisation, c'est un néologisme parfois qui est pas très beau, gourouisation, il faut savoir, en quelque sorte, enfin c'est un truc avec son humour, hein, il y a beaucoup d'humour, et ça, j'aime beaucoup les auteurs spiritualistes qui ont de l'humour, c'est important. De ne pas trop se prendre au sérieux, même si on ne pas le sérieux pour autant. Et il disait qu'en fait, il a donné des anecdotes de maîtres qui trouvaient que c'était dangereux que les disciples soient trop attachés à leur personnalité, qui sont trop dans la vénération, qui ne volent pas de leur propre aile, parce que pour Krishnamurti, comme pour les sages indiens, le but c'est de devenir son propre maître à un moment donné. On a besoin d'un maître à un moment donné pour nous aider. On est dans l'ignorance, donc c'est bien d'avoir un maître, un mentor, souvent une personne d'expérience, plus âgée que nous en général. Ça peut être un professeur, ça peut être un ami, ça peut être un responsable d'association, qu'importe, hein, qui va être notre mentor pour un temps, mais à un moment donné, il faudra voler de ses propres ailes. Le bon mentor, pour ne pas laisser le mot court, reprendre mentor, le français de mentor, on a un mot après le français, on n'utilise pas. Notre mentor doit aussi nous dire qu'à un moment donné, c'est nous maintenant, il faut que tu apprennes à voler de tes propres ailes. C'est le but de la vie. Et parfois, l'attachement des disciples est tellement fort par rapport à des maîtres dans la spiritualité indienne, qui sont attachements extrêmement plus forts, que le maître est obligé de faire des actions exprès de choquer, d'aller par exemple se saouler la gueule, c'est une expression. Et alors le disciple va dire, oula, mais il faut qu'il montre qu'il est comme tout le monde. Tu parlais de prostituées, aller coucher avec des prostituées, par exemple, il donne plein d'exemples comme ça. Ou d'être d'un seul coup très violent avec ses disciples. J'ai vu ça aussi dans un livre sur le zen, un maître zen qui d'un seul coup frappait ses disciples avec un bâton. Bon, pas trop fort sur les fesses, mais ils ne comprenaient pas rien, ils sont pas, parce qu'ils étaient trop attachés à lui, faire des choses complètement bizarres. Pour que justement la personne ne soit pas trop prisonnière de notre emprise. C'est le problème de l'ego ici. Oui. Mais ça existe fortement dans la cellule familiale. Ça, que la fille arrive à rompre définitivement avec son père, etc. Il y a des difficultés de ce type dans la cellule familiale. C'est pas pour autant un rapport de maître à disciple, mais on trouve ça quand même. Oui, il y a des tanguis aussi, oui. Oui. Justement, le problème du cas Tanguy, qui est de plus en plus d'actualité, c'est un peu à la mode, mais pour des raisons économiques évidentes, c'est les parents qui deviennent copains. Alors qu'il y a la crise d'adolescence qui fait qu'à un moment donné, c'est normal, je pense que l'adolescent, il a un conflit avec ses parents, c'est un mal nécessaire quelque part. Il ne faut pas que ça aille trop loin, bien sûr. Et si c'est le côté copain, comme dans le film Tanguy, les parents sont gros copains aussi, et donc finalement, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Le film est humoristique, mais en même temps, il traduit quand même une réalité d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a eu tel succès. C'est un film générationnel, quoi. Je voulais dire quelque chose sur les gourous, justement. Il me semble que le gourou, c'est aussi un problème d'ego. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu, plutôt que de travailler sur son ego,
préfère se vouer à un alter ego. Oui, tout à fait. Et donc, c'est encore, et c'est pire que tout, puisque, encore, ben oui, c'est pire que tout. À la limite, moi, je préfère que quelqu'un qui se voue à son ego, parce qu'au moins, il essaye de, enfin, il est quand même plus à l'écoute, il a une meilleure, sans doute, compréhension de soi que compréhension de l'autre. Enfin, Hitler, par exemple, les gens n'avaient pas compris, enfin, beaucoup, la plupart, à mon avis. Sinon, ils n'auraient pas marché dans la combine. Voilà, donc, c'est aussi un problème d'ego. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin aussi d'un directeur de pensée, effectivement. Moi, je pense qu'on vit dans une société, justement, où on attend des gens qui fassent un peu vœu d'allégeance. On se méfie des gens qui ont une pensée propre, une pensée personnelle. D'abord, on les jalouse, à mon avis, ça commence par là, déjà. Il y a une forme de jalousie, face à peut-être une forme d'intelligence. Oui, il y a des choses comme elles sont. Quelqu'un qui dit, ah bah oui, il n'est pas bête, il dit des choses, mais justement, ça, je suis pas d'accord avec lui, il est bizarre, il sort de l'ordinaire, il ne pense pas comme tout le monde. Donc, voilà, faut se méfier quand même de ça. Et donc, je pense que voilà, au contraire, on devrait. Une société civilisée, pour moi, ça serait une société qui aiderait les individus à être vraiment eux-mêmes et à être capables de penser par eux-mêmes. Et alors évidemment. Oui, mais là, On a besoin de modèles. Comment? Oui. On a besoin de modèles. Certainement, mais à condition que le modèle ne soit pas. On peut les chercher dans les livres des modèles voilà. disparus, mais pourquoi pas les chercher aussi dans un modèle vivant? Oui, non, mais bien sûr. Mais en Inde, c'est à vrai. condition que le modèle ne soit pas imposé, si tu veux. Mais on est d'accord, mais là tu poses la vraie question. Une question qui est, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas culturelle, qui est aussi bien en Asie qu'en Occident, qui est la question fondamentale, c'est de justement, qu'est-ce que est un moi authentique? Voilà. Et là, on n'a pas la réponse. Non, mais voilà. Personne n'a la Non, mais je pense qu'à la fois la psychologie moderne a quand même essayé d'aider un petit peu dans ce sens-là, d'une façon positive, et les courants, justement, plus contemporains, enfin en Asie, je pense particulièrement à l'Advaita, enfin le bouddhisme, l'Advaita et autres, vont aussi dans ce sont des, et le Dalai Lama aussi, il va de ce sens de spiritualité laïque, où justement, et ça touche à ce point un petit peu fondamental, c'est de dire qu'il faut qu'on retrouve une authenticité pleine, qui ne soit pas dans une spiritualité peut-être confinée ou extrême, et qui ne soit pas non plus justement dans le déni, enfin dans l'illusion justement de croire que ce moi, au sens d'un masque ou quelque chose, soit vraiment la réalité, parce que là ça peut être dangereux, c'est le dictateur, ça peut être le dictateur au niveau de la famille, hein, ça peut être le dictateur à différents niveaux, voilà. Donc c'est quand même quelque chose. Alors, il y a Jacques. Oui. D'abord, je dirais que, d'une certaine manière, l'individu, c'est quelque chose d'opaque par opposition au groupe. Quand vous avez un groupe de gens, vous pouvez faire des statistiques. Vous pouvez dire, voilà, il y a un certain profil, il y a des gens il y a un certain type de comportement qui est répétitif, etc. Dès qu'on se situe au niveau individuel, il y a une espèce de... Au fond, moi, j'appelle ça une sorte on se réfugie dans la confusion, en fait. Et on dit, oui, moi je suis un individu, j'appartiens à aucun groupe particulier. Donc c'est une espèce d'écran de fumée, l'individualisme, etc. On s'aperçoit que quand on parle de personnalité puissante dans tel et tel domaine, dans un certain domaine, on n'est pas non plus individuel. Parce qu'un grand physicien, c'est quelqu'un qui est physicien au milieu des physiciens. Un grand peintre, c'est quelqu'un qui... Donc à partir du moment où tous les exemples qu'on donne de personnages qui sont sortis du rang, c'est précisément des gens qui se sont illustrés dans un certain domaine qui n'est pas individuel du tout. Même s'ils sont individuels, eux, mais ils s'inscrivent dans une lignée, dans une collectivité, dans une cité scientifique, dans une cité artistique, etc. Donc, mais cette affirmation-là, c'est une affirmation d'appartenance aussi. Mais ça n'épuise pas leur individualité. C'est-à-dire que l'individu... alors là, on joue sur les mots, parce qu'une forte individualité, finalement, c'est quelqu'un qui, dans un domaine particulier, est remarquable. Mais ce n'est pas lui en tant qu'individu. C'est un élément de sa personne qui s'inscrit de manière remarquable. On ne peut pas être remarquable dans tous les domaines. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a une espèce d'opacité générale de l'individu. Et puis, quand on sort
Et puis on peut effectivement s'illustrer dans un certain domaine, et on est reconnu plus ou moins dans ces parts. De toute façon, on s'inscrit quelque part dans une histoire qui n'est pas une histoire individuelle, qui est une histoire de la physique, de la médecine, de la n'importe quoi. Bon. Et donc, il y a un débat là qui est celui, à mon avis, entre sociologie et psychologie. Oui. Voilà. Alors, la sociologie a été très marquante au XIXe siècle, de Marx à Auguste Comte, etc. Et il y a eu un basculement vers la psychologie. Hein. Et donc, par conséquent, la sociologie, c'est justement, au contraire, qui montrait à quel point, finalement, on ne peut pas, quelque part, découvrir qui on est, à la limite, si on ne sait pas à quel ensemble on appartient. Et je dirais même plus, c'est l'ensemble auquel on appartient qui nous dit ce que sera notre avenir. Parce que c'est-à-dire que, par exemple, une femme, une jeune fille, elle voit bien qu'il y a des femmes qui font des enfants. Bon, c'est pas elle qui les fait, les enfants. C'est pas elle qui les fait, les enfants. Elle voit d'autres personnes qui font des enfants. De même que un enfant qui voit qu'on parle autour de lui, c'est pas lui qui parle. Il voit des gens qui parlent. Donc il y a un modèle social de devenir, c'est-à-dire qui dit tiens, je suis comme cette personne-là, je suis plus jeune, mais je suis en devenir vers cette personne-là, donc quelque part je vais devoir me réaliser dans ce domaine-là. Alors le problème individuel, pour revenir sur ce que disait notre ami Anicet, c'est une tentation. Il y a des gens qui ont rompu avec leurs racines. Hein. Bon. Ils ont rompu avec leurs racines. Par exemple, les gens qui disent je ne suis pas une femme, je ne m'intéresse pas les femmes en général, je suis un être humain. C'est une espèce de fuite dans l'universalité, comme ça, je suis une sorte d'être humain, comme ça, abstrait, je n'appartiens à aucun groupe, à aucune racine, etc. Bon, ça, à mon avis, c'est tout à fait un problème, parce qu'à ce moment-là, comme on va être dans comme disait quelqu'un tout à l'heure, alors tout le monde ne veut pas. Après, si on est soi-même, on est soi-même. Si on veut être autre chose, on est autre chose. Et si on veut être autre chose, on n'est plus soi-même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là. Donc finalement, le grand problème, c'est quel mimétisme avoir. On peut avoir un mimétisme par rapport aux gens qui nous ressemblent, et qui est un mimétisme relativement sain. Mais un mimétisme par rapport à un autre groupe que celui auquel on appartient, comme disait Anicet, on s'expose à beaucoup de problèmes. Hein, pourquoi ? Parce que tout simplement, on n'a peut-être pas. Si on se choisit un modèle qui ne correspond pas à ce que nous sommes, on n'a peut-être pas les facultés, les conditions pour se réaliser dans cette direction, etc. Donc il y a un certain nombre de... Donc sociologie, psychologie, effectivement, la sociologie permet... Il y a une visibilité de la sociologie, il y a une visibilité du groupe qui est là, et tout d'un coup, on va basculer vers... Et c'est dans le cas de Freud, parce que Freud, finalement, il était d'origine juive, n'est-ce pas ? Et on peut se demander si, quelque part... Comment ? Mais on dit comme ça, c'est une façon de parler, excusez-moi. Bon, je sais ce que... Non, mais ça se disait à mon époque, peu importe. De toute façon, j'ai pas de problème par rapport à ça. Donc, de toute façon... Donc, effectivement, des personnes qui ont une difficulté par rapport à leur groupe d'appartenance, que ce soit en tant que femme, en tant que juif, en tant qu'africain, n'importe quoi, ils vont effectivement être tentés par la psychologie, par l'individualisme. Parce qu'effectivement, ça leur permet d'échapper. Ils se désolidarisent, en quelque sorte, du groupe auquel ils appartiennent, auquel ils sont... D'ailleurs, auquel ils appartiennent objectivement, c'est-à-dire auquel on veut les faire appartenir. Le regard de l'autre. Ils veulent échapper au regard de l'autre en disant non, je ne suis pas ça, etc. Donc peut-être que chez Freud, c'est une hypothèse que je viens comme ça de lancer, peut-être qu'effectivement, la voie psychologique, c'est une façon d'échapper à la pesanteur sociologique auquel on appartient de facto. Voilà. Oui. Moi, je suis assez d'accord, je trouve que c'est intéressant cette intuition de Freud, parce que d'où justement son rejet de l'hypothèse jungienne de l'inconscient.